Bienvenue à cette nouvelle capsule de la série à hauteur d'auteur organisée par la Revue internationale PME. Nous avons le plaisir de recevoir Virginie Malo, doctorante à l'Université Laval, qui a choisi l'article publié en 2017 intitulé Mères et entrepreneurs, étude de la motivation entrepreneuriale des mampreneurs françaises. Nous avons le privilège d'avoir les deux autrices, Madame Aude Dandria, professeure à l'Université d'Evry Paris-Saclay, et Madame Inès Gabaret, professeure à ESCA École de Management et chercheuse à l'Université Versailles Paris-Saclay, pour un échange à hauteur d'auteur avec cette doctorante du champ de l'entrepreneuriat. Virginie, je te laisse donc prendre le relais et échanger avec les auteurs de l'article que tu as sélectionné. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, en fait, cet article met en évidence les motivations des membres-preneurs qui vont au-delà de l'angle économique, souvent abordé dans la littérature. Donc, avant d'aborder plus en détail les différents points de cet article, je crois qu'il est quand même important de définir qu'est-ce que la membre-preneur. Donc, selon les auteurs Richem Huet, Vial et Dandria, dans un article qui est publié en 2013, la mompreneur est une femme qui s'identifie à la fois comme mère, mais femme d'affaires. Donc, impulse une organisation dont elle est propriétaire et gestionnaire afin d'atteindre un équilibre professionnel et privé difficile, voire impossible dans le salariat, et dont l'opportunité d'affaires est généralement en lien avec l'expérience particulière d'avoir des enfants. Dans les pays européens, on note en fait une augmentation importante des entreprises au féminin, ayant comme fondatrice des mamans entrepreneurs. Donc, c'est pour cette raison-là, en fait, que les auteurs se sont penchés sur les facteurs motivationnels entrepreneuriales des mampreneurs françaises. Notamment, en fait, pour comprendre pourquoi les jeunes femmes nouvellement mamans se lancent dans la création d'entreprises à ce stade-là de leur vie. Les auteurs ont choisi une approche qualitative à caractère exploratoire par le biais d'entretiens individuels semi-dirigés, dont elles ont opté pour un échantillon par effet boule de neige en interviewant 15 entrepreneurs. Les résultats des entrevues ont été analysés en suivant la thématique de la motivation entrepreneuriale, qui comporte en fait 4 dimensions. Donc, soit la nécessité avec la création de son propre avec la création de son propre emploi face à un manque de travail, la volonté de saisir une opportunité d'affaires, la recherche d'un travail satisfaisant et finalement le désir d'indépendance et d'autonomie qui regroupe des motifs économiques et non économiques. Donc, l'analyse a permis de mettre en lumière en fait que les motivations des membrepreneurs sont basées sur une combinaison de facteurs dont la prédominance est l'insatisfaction et le désir d'indépendance. Donc, par insatisfaction, les auteurs précisent en fait qu'il s'agit de l'insatisfaction ressentie dans l'ancien emploi, donc notamment par le manque de flexibilité lors de la maternité, jusqu'à la recherche de la satisfaction par la poussée d'une passion ou l'envie de se réaliser. Donc, elles expriment en fait un besoin de façon à interpréter l'insatisfaction de manière positive. Ensuite, la deuxième dimension, qui est l'enfant la plus importante, est le besoin d'autonomie et d'indépendance. Donc, à ce niveau-là, les membres-preneurs ont le désir de trouver un certain équilibre et d'avoir la possibilité de choisir. Donc, la conciliation travail-famille et le désir de trouver un équilibre dans leur quotidien poussent les membres-preneurs à se tourner vers la création de leur propre entreprise. Donc, en conclusion, les entrepreneurs sont motivés par des facteurs non économiques qui sont en relation avec leur cycle de vie, notamment donc la maternité. De plus, comme le présentent les auteurs, en regardant les résultats contradictoires de la motivation entrepreneuriale féminin, nous pouvons avancer qu'il n'y a pas de femmes entrepreneurs, mais des entrepreneurs de sexe féminin qui, en fonction de leurs caractéristiques, donc âge, formation, emploi, culture, vont développer des motivations qui sont différentes, tout comme le font les entrepreneurs masculins. Donc, de mon côté, en fait, cet article-là m'a grandement intéressée
notamment parce que le phénomène grandissant des mompreneurs met en lumière, en fait, l'accessibilité puis la démocratisation de l'entrepreneuriat chez les femmes, qui s'inscrivent selon moi, en fait, dans un processus de valorisation des compétences professionnelles chez celles-ci. Plus particulièrement, en fait, le développement d'entreprises par de nouvelles mamans apporte une certaine autonomie puis indépendance qui, dans la société actuelle, est importante. De plus en plus, en fait, il est possible d'observer la création d'entreprises, notamment par des jeunes mamans via les plateformes numériques et les réseaux sociaux. Puis, d'un point de vue plus marketing, en fait, le développement des outils technologiques facilite notamment la promotion puis le développement de ces entreprises-là. Donc, par le biais, par exemple, de campagnes publicitaires numériques ou la création de pages web professionnelles. Donc, pour poursuivre, en fait, ma première question. Donc, vous mentionnez que les motivations pour les mompreneurs sont notamment de trouver un équilibre travail-famille, alors que celle-ci s'éloigne de la motivation en fait, économique d'enrichissement. Or, selon vous, est-ce que les motivations pour les mompreneurs monoparentales sont les mêmes ou si l'aspect économique n'est pas plus important pour celles-ci? Parfait. Moi, je vais prendre le relais pour répondre à votre première question et profiter pour remercier cette invitation qui nous plaît énormément et à eux et moi d'être ici. Et basiquement, pour revenir à la question, je pense qu'il ne faut pas regarder la question de monoparental ou non, parce que c'est très délicat je dirais, il faut penser que les problèmes économiques, ça peut se produire dans une famille dans laquelle un de deux personnes ne travaille pas et on est dans la même situation d'une famille monoparentale. Ce qu'il faut voir, c'est au-delà de ça, de la composition familiale, et ce qui est important à voir quand on parle de la question économique, c'est le niveau économique de subsistance est assuré. C'est-à-dire, est-ce que la personne arrive à avoir un toit, à se nourrir, à avoir de la santé, de l'éducation et mener un certain niveau de vie. Et c'est à ce moment-là qu'on va étudier les facteurs économiques en deux niveaux. Les niveaux de subsistance, c'est-à-dire, et on va parler d'un entrepreneuriat par nécessité, parce que si la personne monoparentale ou en couple, mais n'arrive pas à assurer un niveau de subsistance et qu'il va aller créer une entreprise pour pouvoir subvenir aux besoins familiales, là, on est carrément dans une motivation économique, mais de nécessité. Et il y a un autre niveau économique qu'on peut étudier, c'est quand les niveaux de subsistance ou ces besoins primaires sont couverts, soit par des économies, soit par le chômage en France qui permet pendant 2 ans de recevoir un salaire, soit par d'autres types de situations, les salaires du conjoint, par exemple. Une fois que ça c'est couvert, on peut parler des motivations économiques, mais ce sont des motivations d'enrichissement ou d'accumulation de richesses ou d'accumulation de capital ou de maximisation de bénéfices. Et en fait, c'est ce que nous, on a vu dans le cas des mompreneurs, c'est que déjà, il faut dire que ce qu'on a étudié, c'est un niche, c'est un groupe représentatif d'une réalité qu'on trouve à Paris, dans l'association des mompreneurs, des femmes qui ont un certain niveau d'études, qui sont pour la plupart en couple, beaucoup d'entre elles ont quitté volontairement leur emploi et qu'ils sont en train de se financer avec les aides publiques ou les chômages parce qu'il y avait un désir de créer une entreprise. Alors, mais qu'en aucun moment, en ce type d'études de niche, on n'a pas vu qu'il y a un désir d'enrichissement économique. Il n'y a pas un désir de maximiser bénéfices ou s'enrichir. C'était plutôt un désir de trouver quelque chose qui le permet de concilier la maternité et continuer à se sentir utile, de trouver l'inspiration
dans la maternité, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont reliées, l'opportunité d'affaires est liée à cette situation de vie. Et dans ces cas-là, je dirais, on ne voit pas les facteurs économiques comme primordiaux. Vous voyez, mais il faut bien différencier. Déjà, monoparental ou en couple, je ne dirais pas qu'il y a des différences, je dirais qu'il y a des différences par rapport à si la personne peut assurer son niveau d'exigence de survie et après, qu'est-ce qui le motive pour quelle entreprise. Je ne sais pas si j'étais claire, et vous me direz. Oui, en fait, la réponse est très, très pertinente. En fait, pour approfondir un petit peu, est-ce que justement, au niveau, par exemple, de la nécessité, une fois que les besoins primaires, en fait, nécessaires sont comblés, est-ce qu'il y a une pression par la suite de réussite si justement c'est un phénomène qu'on observe plus au niveau de la population française, en fait, que dans ce groupe-là d'entrepreneurs, en fait, il vient avoir une pression de performance puis de réussite au sein du groupe? Moi, c'est ce qu'on a observé et que c'est typiquement français aussi, et c'est que les femmes, ils ont un besoin de se sentir utiles et que la maternité ne soit pas la seule fonction. Euh, alors, parce que dans d'autres pays, on aurait pu dire au moment de la maternité, on arrête de travailler, mais ici, c'est ce qu'on a vu dans ces groupes de femmes, c'est qu'elles voulaient profiter de sa maternité pleinement, mais il ne voulait pas non plus être euh, étiquetée femme au foyer. Elle voulait aussi montrer, et ça, si, c'est peut-être une pression sociale ou culturelle, et elle voulait montrer qu'en même temps, elle continue à être performante, utile et qu'elle collabore au foyer. Et c'est pour cela que ça apparaît cet rôle de l'entrepreneuriat comme un facilitateur d'une conciliation, mais il faut dire que quand nous, on étudie la motivation, et comme on explique dans les papiers, et la motivation, c'est très complexe, ce n'est pas quelque chose à définir facilement ni à généraliser, c'est très individuel et ça évolue avec le temps et les circonstances. Alors nous, on étudie la motivation en contexte interne, psychologique, en contexte externe, que l'accompagnement, que le support familial, le support du conjoint, les aides de l'État, ok, tout ça, et tout ça va nous donner une espèce de panorama motivationnel que c'est individuel. Mais oui, il y a des tendances culturelles. En France, on voit ça. Les femmes, ils veulent continuer à être productives. Et bon, l'entrepreneuriat, c'est un bon moyen de permettre cet équilibre. Merci beaucoup. Vous avez parlé notamment de l'aide gouvernementale, donc ce qui m'apporte à ma deuxième question. Donc, les membres-preneurs, en fait, ont un besoin particulier en termes d'accompagnement entrepreneurial. On pense notamment à des formations à distance, selon des horaires flexibles, du soutien personnalisé pour répondre à ce besoin non financier d'autonomie et d'indépendance. Donc, à votre avis, est-ce que les écosystèmes entrepreneuriaux et les ressources gouvernementales ont les connaissances nécessaires pour accompagner les membres-preneurs? Alors, merci beaucoup Virginie pour cette question et qui me permet moi de rebondir sur quand même une vraie importance qui est difficile, c'est que malgré toutes les définitions que nous donnons des mampreneurs, de ces mamans entrepreneurs, elles ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de, enfin, disons qu'il y a deux types de compréhension de la mampreneur. Être maman et entrepreneur et au moment de cette maternité, il y a certaines femmes qui ne se reconnaissent pas parce que finalement, elles sont entrepreneurs ou elles sont en gestion de carrière et le fait d'être une maman fait partie de leur vie privée, bien sûr, mais n'est pas intégré, ou en tout cas, elles n'ont pas la nécessité de l'intégrer dans leur choix, et notamment aussi dans leur choix d'accompagnement. Et c'est la difficulté, et pour autant l'intérêt, c'est qu'il y a justement, c'est pour ça qu'il y a eu les études qui ont pu nous permettre d'aller de l'avant, parce que
Une autre catégorie, là aussi c'est un petit peu schématique et pour autant qu'il était nécessaire de le dire, une autre catégorie de femmes, justement, on dit non, mais celles que vous avez notamment vues et que nous avons aussi beaucoup rencontrées par les réseaux et les réseaux de mampreneurs où elles se sont donc identifiées et ont besoin de dire qu'elles avaient besoin de s'identifier. Alors pourquoi je vous ai répondu de cette façon-là? C'est justement pour pour aller à la fois pour nuancer la réponse, c'est que justement, sur les pratiques d'accompagnement, sur les mamans de type entrepreneur ou mampreneur revendiquées comme étant des mampreneurs, eh bien elles font partie de réseaux de mampreneurs qui ont besoin d'être accompagnées d'une certaine façon. Et assez logiquement, dans ces réseaux d'accompagnement, il faut trouver justement le bon ajustement, ou en tout cas c'est ce qu'elles recherchent, il me semble, le bon ajustement ou l'ajustement qui leur convient, d'une part en les aidant à être des chefs d'entreprise, et ça c'est quand même une réelle demande, donc c'est bien des objectifs ou en tout cas un accompagnement, et ensuite on pourra même travailler sur le type d'accompagnement, est-ce que c'est du tutorat, est-ce que c'est du mentorat? Est-ce que c'est de la mise en affaires? Est-ce que c'est du travail personnel, etc. Parce que ces différentes formes d'accompagnement existent. Et dans ce type de réseau, résolument orienté mampreneur, eh bien, l'accompagnement se fait, donc, comme je le disais, avec une volonté d'aider ces futurs chefs d'entreprise, pour la plupart, à acquérir de la confiance, des compétences, du relation, des réseaux, du business, comme tout chef d'entreprise en a besoin, mais toute proportion gardée, encore plus pour elles. Et elles revendiquent également le fait que, elles sont mamans, jeunes mamans, ou comment dire, elles ont besoin de cette reconnaissance qui est nécessaire puisqu'elles s'identifient. Et dès lors, c'est un accompagnement qui est plus une recherche de sortir de leur solitude. Parce qu'en fait, cet accompagnement de sortir sa solitude, c'est de pouvoir dire à d'autres mamans, chefs d'entreprise ou chefs d'entreprise mamans, qu'elles sont seules et qu'elles ont besoin d'aide. Et que c'est du coup un réel espace où elles peuvent le dire en simplicité, de cette compréhension-là. Donc, en termes d'accompagnement sur les types de réseaux, quand on est un accompagnement type réseau, en tout cas, c'est ce que nous avons cru percevoir et cru comprendre, puisqu'on a pas mal travaillé là-dessus, toute proportion gardée, eh bien, c'est aussi un accompagnement qui va se faire pour le business, mais aussi l'accompagnement sur aider la personne à devenir ou à prendre confiance en elle pour être chef d'entreprise. Alors, vous avez, à juste titre, proposé tous les outils qui peuvent nous être proposés. Je vais en parler. Mais alors, c'est pour dire, assez paradoxalement, il me semble que si vous êtes attentif sur ce type de réseau, c'est très important le contact physique. Elles font des mam cafés, elles se rencontrent, elles ont besoin de se voir, elles ont besoin de voilà. Et elles ont besoin de voir c'est comme presque, donc selon les cas, mentoring, formation, coaching, etc. Et on a beau dire, il y a une grosse part qui est nécessaire, c'est de se rencontrer en présentiel, enfin dans les types de mam café, etc. De même, on peut aussi, vous avez évoqué, puis après je parlerai l'autre partie, mais c'est important parce que c'est peut-être un peu contre-intuitif. Dès qu'on travaille sur des problématiques, vous avez dû voir, on essaye d'être très prudent parce que c'est parfois contre-intuitif de se dire, on a des enfants, etc. Et en plus, on veut une entreprise ou l'inverse. Enfin, c'est toujours très contre-intuitif de dire que finalement, on va pouvoir s'aménager des horaires de travail plus faciles et concilier sa vie de travail et sa vie de chef d'entreprise. Donc, c'est souvent contre-intuitif. Alors, bien évidemment, je ne voudrais pas les autres. Alors voilà, donc je vous dis sur cette présence physique qui est nécessaire, en tout cas pour ce type de personnes, et aussi de respecter, pour le coup, ce sont des mamans chefs d'entreprise, et quand vous êtes attentif, elles ont besoin d'horaires, j'allais dire, classiques pour se rencontrer quand les enfants ne sont pas là. Ou bien, c'est-à-dire que toute proportion gardée, pour un certain nombre, ou celles que nous avons rencontrées, elles ont besoin d'horaires, globalement, du 9h, 17h, enfin même, voilà, pas plus, parce que
Sinon, où sont les enfants? Ben, à un moment donné, ils vont revenir de l'école et justement, si elles veulent alors là aussi, c'est peut-être un cas, particulier à la France, mais comme vous le savez, la prise en charge des enfants se fait relativement tôt. Enfin, déjà, nous avons, même si c'est pas toujours facile, mais un maillage globalement, je dis globalement, satisfaisant. Alors ce jeunes parents peut-être me diraient, pas toujours, mais globalement, il y a une prise en charge de la petite enfance qui est assez développée en France. Et puis, après, il y a une prise en charge, on va dire, du système éducatif aussi très très tôt. Dès 2 ans et demi, 3 ans, les enfants, sont dans le système éducatif. Voilà. Donc ça, il faut y penser, mais du coup, ça a un impact sur l'organisation de la vie des familles ou des mères et des pères, enfin, et donc, ce moment est intéressant pour l'accompagnement. Ensuite, donc pour cette partie-là, de ne jamais l'oublier. Ensuite, bien évidemment, vous avez raison, le développement des outils, on ne peut même plus l'appeler nouvelle technologie, c'est toujours nouvelle, de nouvelles, ça va plus vite, que finalement, on ne sait plus où est la nouveauté du 2.3, 4, 5, 6, 0. Et donc vous avez tout à fait raison, ce sont des mamans connectées, ce sont des mamans qui bossent là-dessus, ce sont des mamans, des jeunes, enfin, disons jeunes au sens, ben, pour la maternité, c'est nécessaire. Et puis, comme on l'a dit, c'est pour certaines, pour un grand nombre d'entre elles, donc, sur des produits plus ou moins, en lien. Alors alors là, par contre, c'est relativement genré, hein, là, il y a encore du travail à faire, mais, enfin, disons que, je ne sais pas s'il faut sur la santé, sur les services, sur le care, sur les enfants, sur, les activités de récréation, enfin, je ne sais pas, enfin, tous ces éléments-là qui sont encore très genrés sur le genre féminin. Et oui, et là, effectivement, vous avez tout à fait raison sur, des possibilités de formation, à distance, de façon différente, et cetera. Mais pour autant, voilà, pour nuancer mon propos, n'oubliez jamais, ne pas oublier que, bah, justement, elles sont avec des enfants et dès lors, il va falloir pouvoir concilier ce rythme, avec leur choix. Voilà. Et puis d'autres mamans qui sont quand même mamans et entrepreneurs, mais qui ne souhaitent pas avoir cette casquette, sont des chefs d'entreprise, j'allais dire, au sens plus classique. Donc sont bien des femmes entrepreneurs ou des chefs d'entreprise femmes et du coup, la perspective de s'équilibrer, est moins prégnante. Voilà. Est-ce que ça vous répond, est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour justement, la nuance dans les propos. Donc, c'est ce qui met fin à la période de questions. Ben, merci beaucoup pour cet échange, hein. On a eu des belles questions sur les thèmes justement de l'entrepreneuriat au féminin, de la parentalité, hein, dans l'univers entrepreneurial, des questions de motivation entrepreneuriale. Donc, on invite naturellement les auditeurs à consulter l'article, hein, qui va être en lien avec la capsule, si vous voulez aller plus en profondeur, voir justement ce qui ressort de cette recherche fort intéressante. Et au nom de la Revue internationale PME, Aude, Inès, Virginie, je vous remercie beaucoup d'avoir animé, hein, cette capsule à hauteur d'auteur, et puis au plaisir de continuer l'échange dans d'autres contextes. Bah, c'est nous qui vous remercions et puis nous remercions aussi beaucoup la revue et sa rédactrice en chef que nous connaissons depuis, fort, longtemps et le travail qu'elle fait, vous la remercierez, d'autant plus, hein, pour nous, c'est toujours, un plaisir, d'échanger et de faire au mieux, et cette initiative, est vraiment très stimulante. Vraiment bravo, merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci.